Allez, aujourd'hui je vous fais le test du 150-600 f5.6 f8. C'est le dernier né des gros zooms pour l'animalier chez Fujifilm. Donc il vient compléter le 100-400 qu'on connaissait bien, qui était plus compact, mais qui était un équivalent 150-600. Ici on a un 150-600 APS-C, donc ça veut dire que vous avez un équivalent 225-900 mm. Donc là on profite à fond du crop de notre capteur APS-C pour voir beaucoup plus loin. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, ce qui a fait beaucoup parler lorsqu'il a été annoncé, c'est évidemment son ouverture. f5.6, f8. On est donc sur un objectif qui n'est pas extrêmement lumineux. Et donc, on va le voir, on monte régulièrement un peu dans les ISO. On a un diaphragme de 9 lamelles. Alors, sur le papier, ils ont tous les deux des moteurs autofocus LM. Pour autant, j'ai quand même l'impression que c'est une nouvelle génération de moteurs LM. On va le voir. Je pense que l'autofocus est quand même supérieur à ce qu'avait le 100-400. Les deux bénéficie d'une stabilisation, 24 éléments répartis en 17 groupes, donc on a une formule optique qui est plus riche que le 100-400, ils sont stabilisés tous les deux. On a des filtres de 82 mm sur ce 150-600. Alors vous avez vu, hein, c'est quand même en taille un objectif qui est relativement important, mais il faut noter que vous êtes sur un zoom interne. Donc c'est-à-dire que lorsque vous zoomez ici, l'objectif ne s'étend pas. Et ça, c'est vraiment un avantage parce que le centre de gravité va rester toujours pareil. Au niveau de la tête pendulaire, c'est vraiment meilleur parce que vous n'avez pas d'équilibre qui vient changer. C'est meilleur aussi par rapport aux oiseaux. Si vous êtes en affût, vous n'avez pas quelque chose qui s'étend et qui va se rapprocher des oiseaux. Donc, c'est une tuerie. Et c'est meilleur aussi en termes de tropicalisation puisque clairement, vous avez moins la possibilité sur quelque chose qui est scellé de faire entrer de la poussière à l'intérieur que sur quelque chose qui est tropicalisé avec des joints. Donc ça n'a vraiment que des avantages. L'autre avantage de cet objectif, c'est son poids. 1,6 kg, franchement, pour du 150-600, c'est plutôt raisonnable. Pour rappel, le 100-400 faisait 1,375 kg. Ça fait quoi, 225 grammes en plus seulement. Donc ça, c'est cool. Distance de mise au point, 2,4 mètres. Là, ça commence à faire beaucoup. Donc 2,4 mètres, il ne faut pas vouloir prendre des objets qui soient trop proches. Et on a un objectif qui est compatible avec tout ce qui est téléconvertisseur, donc 1.4 et f2. C'est un objectif qui est vendu 2199 €, ce qui me semble extrêmement bien placé parce que le 100-400 était à 1999 €, donc ça fait à peine 200 € de plus. Donc moi j'ai tendance à penser que ce 100-400 est un peu trop cher à mon goût et que ce 150-600 est lui par contre bien placé. En tout cas, moi je trouve que le 150-600 devient un objectif plus intéressant que le 100-400 en termes de rapport qualité-prix. Un mot sur son pare-soleil, je vais vous le dire comme je le pense. Pour moi, c'est le pire pare-soleil que j'ai vu depuis très très longtemps. En fait, il est en plastique ultra light. Franchement, on a l'impression d'avoir un truc imprimé en 3D. Il se déforme à la moindre pression. On sent qu'il pourrait casser très très facilement. Franchement, un peu étonné par la qualité de ce pare-soleil, même si évidemment, ce n'est pas le plus important. À noter qu'il a une trappe quand même ici pour pouvoir, si vous avez un polarisant à faire tourner, pour pouvoir le faire tourner. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de pare-soleil, franchement, on fait quand même mieux aujourd'hui. L'objectif, lui, est absolument magnifique, dans une espèce de robe comme ça, avec un espèce de gris clair. Franchement, il est superbe. En termes de conception, on a ici un collier de pied qui se détache. Donc, vous voyez ici, j'ai un bouton. C'est-à-dire que ici, si je le desserre, par exemple, voilà, et que j'appuie sur ce bouton-là, je vais pouvoir le sortir comme ça. Ça veut dire que ça, ce sabot-là, il va pouvoir, par exemple, de temps en temps rester sur le trépied et je vais pouvoir enlever et mettre l'objectif rapidement. Ça, c'est une super conception, d'autant plus que ce sabot, regardez, il est très long, donc très agréable à l'utilisation. C'est une plaque qui va pouvoir aller tout de suite sur ma tête pendulaire. Et en plus, arc à Suisse sans avoir besoin d'un plateau. Donc ça, il coche toutes les cases chez Fuji, c'est vraiment topissime. En termes de boutons, comme vous pouvez voir, on a le limiteur de plage focale, la possibilité de mettre l'ouverture en automatique ou en manuel. Et on a une nouveauté, à ma connaissance, je crois que peut-être le 200 f2 l'avait ça, mais c'est tout. On va avoir la possibilité, c'est quelque chose que d'habitude on voit sur les 400 de 8 ou sur les 600 f4, de rappeler une distance de mise au point avec ce bouton 7, d'enregistrer donc une distance de mise au point. Moi typiquement j'utilise ça en affût quand vous savez que vous avez des oiseaux par exemple à 3-4 mètres et que de temps en temps vous avez l'autofocus qui part, je ne sais pas, à 20 mètres sur le fond. C'est très compliqué de revenir à 2-3 mètres et donc là vous pouvez enregistrer cette distance là, vous appuyez sur le bouton et tout de suite vous revenez à la bonne distance. C'est très très pratique sur le terrain pour un photographe animal. On a une bague ici qui va vous permettre de changer l'ouverture. Donc, on est sur une bague qui n'est pas graduée. Donc, on a la bague de zoom interne.
Et une bague de mise au point que j'ai trouvé un peu trop souple à mon goût. Là, pour le coup, elle bouge énormément, ne serait-ce qu'avec le petit doigt. Il n'y a absolument aucune résistance. Et vous avez des boutons de fonction qui sont ici. Et regardez, on en a sur tout le tour. Donc, on en a tous les 90 degrés. Vous avez un bouton. Donc, vous avez 4 boutons. Quelle que soit la position dans laquelle vous tenez cet objectif-là, vous avez toujours un bouton sous la main. Donc au final, pour moi, c'est un bouton qui est bien construit, les bagues sont dans le bon ordre. Quand vous le prenez en main comme ça, franchement, le poids est plutôt agréable. La bague de mise au point comme ça, vous voyez, quand je tiens naturellement, l'objectif tombe bien sous la main. Donc en termes de conception, je trouve que, à part le pare-soleil, mais c'est anecdotique, tout le reste, vraiment, est bien construit. Juste pour vous montrer l'amplitude focale lorsqu'on l'utilise, ça c'est à 150 mm ce que je vois. Et ça, c'est à 600 mm ce que je vois. Donc, vous voyez, on a une grosse amplitude focale. Encore un autre exemple, 150 mm, 600 mm. 150 mm, 600 mm. Vous voyez, hein, on se rapproche énormément de notre sujet. Et en animalier, on est toujours trop loin. Vous voyez là, cette amplitude focale-là, clairement, c'est un de ces énormes avantages de cet objectif-là. L'autre question qui se pose, c'est évidemment quelle qualité. Alors, je vous l'ai dit, hein, à 600 mm, on est à f8. Donc, dans ces photos-là, je vous laisse regarder les ISO. On photographie généralement des sujets qui bougent. En animalier, c'est rare d'avoir un animal qui dort. Tant mieux si ça arrive, mais souvent ça bouge. On est obligé d'avoir une vitesse quand même qui est 1/500, 1 millième, 1/2 millième si l'animal bouge beaucoup. D'autant plus que plus la focale est importante, plus on est sujet au flou de mouvement, plus on est obligé de mettre une vitesse importante. Donc, je vous laisse regarder les ISO ici en bas à gauche de l'image, mais vous allez voir que c'est assez rare avec cet objectif de prendre des photos en dessous de ISO 400, ISO 500. Donc, vous voyez ici une photo à 600 mm. Ici, une autre photo, donc je suis à 250 mm. On ne va pas chipoter énormément en termes de piqué. Je trouve que le piqué est assez sublime en définitive, à toutes les focales en fait. À toutes les focales, vous avez une sensation de netteté qui est vraiment au top. Ici, je suis à 600 mm f8 ISO 1000. Et vous voyez, la sensation de piqué, elle est vraiment topissime. Vraiment, vraiment topissime. Donc ça, on ne peut pas lui reprocher. 600 mm f8. Ici, vous voyez, sur un petit guêpier, c'est généralement pas facile comme sujet parce que là, vous voyez, malgré le fait que je suis à 600 mm équivalent, je crois, 950 mm, j'ai un oiseau qui reste petit dans le cadre parce que c'est des oiseaux que vous ne pouvez pas approcher. Et quand je regarde le piqué, vous voyez, le piqué sur le pelage est vraiment top. Donc, on n'a pas cette sensation d'une photo un peu soft, etc. Je vous mets des RAW probablement à télécharger dans la description. Si vous voulez, vous faites votre propre idée sur l'ordinateur. Mais franchement, c'est plutôt joli. Ça donne vraiment des bons résultats. Vous voyez, là, ce guêpier, là, il est vraiment, vraiment joli. 600 mm f8, ISO 800. 1 millième parce que franchement, vous voyez, là, il a le bec ouvert, il est forcément en train de bouger un peu. Hein. Donc voilà, moi sur le terrain, là encore une fois, un exemple à 250 mm, vous voyez la qualité du piqué là, on peut compter les poils, on peut compter les cils. Autre exemple, 467 mm, ici f9, ISO 8000, là, 1/2 millième, je m'apprêtais à ce qu'il sorte du nid en fait justement et qu'il décolle. Donc vous voyez tout de suite, ISO 8000, hein, on va monter forcément dans les ISO. 351 mm. Donc voilà, quelques exemples de photos. Moi, je trouve là, par exemple, le pan 1/2 millième. Je suis à 600 mm, je suis à ISO 12800. Bon, on profite de la belle montée en ISO du XH2S. Mais voyez le piqué. Hein. Là, je suis à 600 mm. Pour moi, le piqué, il est top de chez top. Hein. Donc voilà, moi, j'ai trouvé qu'en termes de piqué, c'était un travail qui était vraiment joli de la part de chez Fujifilm et qui n'avait pas vraiment de problème. Après, qui dit ouverture 5.6 f8, dit on monte un peu dans les ISO parce que c'est pas très lumineux, mais dit aussi un bokeh un peu moins profond, une séparation des plans un peu moins profond, un peu moins joli peut-être qu'une ouverture avec une ouverture plus grande. Donc je voulais juste vous montrer quelques photos au niveau du bokeh. Vous voyez en fait lorsqu'on sépare le sujet, on a toujours un bokeh je trouve un peu plus chargé, un peu moins diffus que lorsque vous avez une ouverture par exemple à 5.6. Vous voyez ici, l'arrière-plan est plutôt joli, hein, mais on reste avec un arrière-plan toujours un peu chargé, on a du mal à séparer le sujet. Vous voyez, encore une fois ici, le singe est joli, mais l'arrière-plan est toujours un peu chargé. Donc au final, moi le piqué, quelle que soit la focale, de 150 mm à 600 mm, je suis convaincu qu'il exploite les 26 millions de pixels. On va le voir, ce n'était pas le cas du 100-400. A l'inverse, le bokeh est très joli, la séparation des plans est jolie, mais c'est moins joli clairement que s'il y avait une meilleure ouverture. Et parfois, on a du mal à réellement séparer les plans. Et vous voyez, comme sur cette photo-là, par exemple,
On aimerait parfois un bokeh légèrement meilleur, mais ça c'est dû à l'ouverture, Fujifilm ne pouvait rien y faire. Donc ça fait partie des compromis à accepter. Quand je le compare au 100-400, moi j'ai une conviction, c'est que Fujifilm est en train de lancer le X-H2S, donc super autofocus, mais ils sont aussi en train de lancer le X-H2 40 millions de pixels. Cet objectif-là, il doit pouvoir tenir 40 millions de pixels. Donc il tient les 26 millions de pixels, je ne me pose aucune question en fait. Je pense qu'il est fait pour les 40 millions de pixels. Lui, il est pas. Lui, pour moi, il n'exploitait pas pleinement les 26 millions de pixels. Donc, en termes de piqué, je ne suis pas inquiet. C'est un objectif à toutes les focales, j'ai trouvé que c'était nickel. Et d'ailleurs, quand on le compare au 100-400 sur le terrain, il n'y a pas photo. Vous avez le 150-600 à gauche et vous avez le 100-400 à droite. Comme on dit, il n'y a pas photo. Le piqué du 150-600 est vraiment supérieur. Par contre, le bokeh, la séparation des plans, regardez, elle est vraiment meilleure sur le 100-400. Parce que grâce à son ouverture, ici je suis à 5.6 sur l'un et 7.1 sur l'autre, et bien clairement, on a un plus joli bokeh et une meilleure séparation des plans sur le 100-400. Autre exemple, bon ben voilà, pour moi clairement, hein, le piqué est à l'avantage du 150-600, le détail sur les branches ici et sur la manière dont est fait le nid est à l'avantage. Par contre, regardez le bokeh, il est à l'avantage du 100-400. Idem sur cet exemple avec une maison, à part regarder 2000 photos, même si j'en avais fait beaucoup, on est toujours à l'avantage du 150-600. La question qui peut se poser, c'est finalement, qu'est-ce que m'apporte un 600 mm si j'ai déjà un 400 mm? Ça, c'est ce que je vois à 400 mm. Ça, c'est ce que je vois à 600 mm. Donc, clairement, vous allez vous rapprocher beaucoup plus, un peu plus du sujet, et donc vous avez plus de mégapixels. Et donc, vous avez plus de détails. Donc oui, effectivement, la différence entre 400 et 600, elle existe. Hein. Elle existe tout le temps. Vous voyez, ça, c'est du 400 mm. Ça, c'est du 600 mm. 400 mm, 600 mm. 400 mm, 600 mm. 400, 600. Il y a aussi une différence au début de la plage focale. 100 mm, c'est ça. 150 mm, c'est ça. Donc évidemment, on peut dézoomer moins avec un 150-600. J'ai essayé de comparer aussi l'autofocus. J'ai essayé de faire ça sur une scène avec mon fils où je lui ai demandé de courir. Donc ça, c'est l'autofocus du 100-400. Et j'ai compté évidemment les photos et j'avais à peu près 35% de déchets autofocus avec le 100-400 sur cette rafale-là. Donc j'ai d'ailleurs toutes les photos qui n'étaient pas bonnes ici. Elles ont une étoile en bas à droite. On le voit, hein, celle-là par exemple n'est pas bonne. Donc là, toute cette série-là, quand j'arrive, parce que là, c'est le moment où c'est le plus dur, c'est là où il est le prêt. Vous voyez, celle-là, moi, je l'ai comptée comme bonne, mais juste après, elle n'est pas bonne. Et là, on voit que le moteur autofocus est probablement à ses limites. 35% à peu près de déchets sur le 100-400, 12% sur le 150-600, à la même focale. Hein, j'avais mis les deux à 400 mm. Donc ici, forcément, j'ai moins de déchets et j'ai l'impression d'avoir une rafale un tout petit chouïa plus rapide. J'ai un tout petit peu plus de photos peut-être sur le 150-600, même si ça se joue à 2-3% de photos en plus. Mais on peut voir, hein, les photos ici sont beaucoup plus nettes et même quand c'est le plus dur, quand j'arrive ici sur la fin, et là, il ne rentre même plus dans le cadre, mais regardez, la photo, elle est nette toujours. Vous voyez? Là, la photo est nette. Donc, clairement, en termes autofocus, j'ai vu une supériorité du 150-600. Non pas que le 100-400 ne soit pas capable de faire l'affaire, c'est juste que vous avez 2 fois plus de déchets avec le 100-400 qu'avec un 150-600. Les deux ont une majorité de photos nettes, évidemment. J'ai aussi testé un peu la stabilisation, une excellente stabilisation, j'ai trouvé, sur ce 150-600. Je vous mets un plan sans stabilisation et avec stabilisation. C'est un plan qui est fait à 600 mm, donc équivalent à 900 mm. Voilà, d'un côté, vous ne pouvez rien en faire. De l'autre côté, franchement, ça bouge un peu, mais ça reste parfaitement jouable. Donc oui, la stabilisation fait très très bien son travail sur cet objectif. On peut mettre un téléconvertisseur, donc le 900 mm peut se transformer en un peu plus de 1200 mm. Donc là, c'est pareil, le 100-400, à chaque fois que je vous ai parlé de cet objectif-là, je vous ai dit, moi, je ne mets pas de téléconvertisseur sur cet objectif-là parce que j'estime que, de base, il n'exploite pas les 26 millions de pixels. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas vraiment de réserve pour mettre un téléconvertisseur. Lui, je vous l'ai dit, je pense qu'il est fait pour 40 millions de pixels. C'est-à-dire que j'ai de la réserve pour mettre un téléconvertisseur. Donc, j'ai essayé avec le téléconvertisseur 1.4, 1200 mm. Hein. Ça commence à devenir énorme. Et alors, certes, l'ouverture passe à f11. Donc, vous avez vraiment encore moins de luminosité. Vous allez monter dans les ISO. N'empêche que ça, c'est 150 mm.
Ça, c'est 600 mm, donc le piqué est top. Hein, 150 mm, il est top. 600 mm, il est top. Et maintenant, je suis à 840 mm, donc équivalent à un peu plus de 1250 mm. Vous voyez, ça vous apporte ça. Donc, vous passez de ça à 150 mm à ça. Là, on ne se rend pas compte, mais cette plante, elle est vraiment loin par rapport à moi. Et vous voyez, j'obtiens toujours un piqué que, là, je suis zoomé à 100%. J'obtiens toujours un piqué que je qualifierais de satisfaisant. Franchement, ça va. Hein. Là, on voit qu'on a un peu peut-être de surexposition sur les fleurs, mais franchement, le piqué, il est bien. Vous voyez, au niveau des feuillages, là, moi, je trouve que ça fait bien le taf. Vous voyez, regardez, même sur les extrêmes en haut, là. Là, c'est un piqué avec un téléconvertisseur. Pour moi, même avec le téléconvertisseur, je suis proche de remplir un capteur de 26 millions de pixels. Donc voilà, c'est un objectif qui, en plus, est utilisable avec le téléconvertisseur. Bon voilà, moi c'est un objectif avec lequel je suis allé en Camargue. Franchement, je trouvais qu'il faisait vraiment bien le taf. Les photos sont vraiment superbes, hein, quelle que soit la scène que vous regardez. Franchement, vous avez toujours la possibilité de vous approcher encore plus. Là, vous voyez, je suis à 600 mm, je peux voir exactement ce qui se passe dans le nid. Ça me permet de faire des photos que je n'aurais pas faites avec un 400 mm. En plus, j'ai l'option du téléconvertisseur, donc l'autofocus qui est meilleur. Donc, il coche toutes les cases, cet objectif. Moi, je trouve qu'on profite à fond d'un petit capteur APS-C et des bénéfices que ça donne en termes de crop avec ce genre d'objectif-là. Donc, voilà, je ne peux que vous le conseiller. Et si vous décidez de l'acheter, vous pouvez soutenir mon travail en l'achetant chez ipln.fr. Je vous mets un lien dans la description. Vous mettez le code créateur Damien lorsque vous êtes dans le panier. Ça permet de soutenir toutes ces vidéos et de les financer aussi. Parce que moi, je vais toucher une commission grâce à votre support. Et ça va me permettre de continuer à faire ces vidéos-là et que ça soit aussi financièrement intéressant et que je ne perds pas de l'argent à vous faire toutes ces vidéos-là. Parce qu'évidemment, en Camargue, il faut y aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!